félicitations à Rénal pour sa présentation. Oui, en fait, toutes nos félicitations. Oui, c'est ça. La main levée, tu remplaces juste Marine, non? N'est-ce pas, Nelson? C'est ça. On peut lancer l'enregistrement. Bon, c'est déjà lancé et encore une fois, nous avançons dans la série d'aujourd'hui. Et maintenant, c'est le tour de Linda Chéri. Est-ce que Linda Chéri est là? Oui, je suis là. Ok, très bien, Linda. Et le sujet de ton travail, c'est l'impact de la formation continue sur la performance scolaire, cas des écoles non publiques de Côte-des-Fers 2023-2025. C'est bien ça? Bien sûr. Très bien, très bien. Alors, pour le jury, c'est moi-même qui remplace le docteur Jules-Marie Saint-Martin, Nelson Sylvestre. Le docteur Tony André est l'encadreur et le rapporteur, docteur Christophe Providence. Alors, déjà, j'accorde la parole à Linda pour environ 10 minutes afin qu'elle nous présente son travail. Merci de m'avoir cédé la parole, Monsieur le Président du jury, Mesdames, Messieurs les membres du jury, chers camarades, bonsoir. Je réponds au nom de Linda Chéri, étudiante en L4, Administration de l'éducation à l'IUS. C'est avec un grand plaisir que je me présente devant vous aujourd'hui pour vous exposer les résultats de mon travail de recherche intitulé « L'impact de la formation continue sur la performance scolaire dans les écoles non publiques des Côtes-de-Fer ». Cette recherche a été réalisée sous la direction du Dr Tony André. Je lui adresse mes sincères remerciements ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce travail. Ma présentation s'articulera autour de 4 points essentiels, à savoir la problématique de la recherche, la méthodologie adoptée, les résultats obtenus et enfin la conclusion et les perspectives. L'éducation est reconnue comme l'un des piliers du développement d'une société. Dans ce processus, les enseignants jouent un rôle essentiel car la qualité de leur enseignement influence directement les apprentissages des élèves. Pour cette raison, la formation continue est considérée comme un moyen de renforcer leurs compétences, d'améliorer leurs pratiques pédagogiques et, par conséquent, la réussite scolaire. Cependant, dans les écoles non publiques de Côte-de-Fer, malgré l'existence de certaines formations, les résultats scolaires demeurent parfois faibles. De plus, plusieurs enseignants rencontrent des difficultés à appliquer leurs pratiques, les connaissances acquises lors des formations. C'est ce constat qui m'a amené à me poser la question suivante. Dans quelle mesure la formation continue des enseignants influence-t-elle la performance scolaire des élèves dans les écoles non publiques des Côtes-de-Fer entre 2023 et 2025? Pour répondre à cette question, j'ai formulé l'hypothèse selon laquelle la formation continue améliore la performance scolaire des élèves. Mes objectifs étaient d'identifier les types de formation suivis, d'analyser l'application des acquis en classe, d'évaluer leur impact sur les résultats scolaires et de proposer des recommandations. Pour réaliser cette étude, j'ai adopté une recherche descriptive et analytique avec une approche mixte, c'est-à-dire quantitative et qualitative. Cette approche m'a permis de recueillir à la fois des données chiffrées et des informations plus approfondies sur les perceptions des participants. L'étude a été menée dans 2 écoles non publiques de Côte-de-Fer, couvrant le premier et le deuxième cycle
de l'enseignement fondamental. La population concernée était composée d'enseignants, d'élèves et directeurs d'école. Mon échantillon comprenait 38 participants selon les techniques d'échantillonnage aléatoire et par convenance. Pour la collecte des données, j'ai utilisé des questionnaires, des entretiens semi-structurés, des observations en classe. Les données ont ensuite été analysées à l'aide de statistiques descriptives et d'une analyse de contenu. Les principaux résultats. Maintenant, je vais présenter les principaux résultats de l'étude concernant la formation continue des enseignants. Les résultats montrent que 66,7% des enseignants ont déjà bénéficié d'une formation continue. Cela signifie que la majorité des enseignants a eu accès à au moins une activité de perfectionnement professionnel. Cependant, 58,3% déclarent participer rarement aux formations, ce qui montre que ces activités ne sont pas organisées de manière régulière. Par ailleurs, 75% considèrent les contraintes financières comme le principal obstacle à leur participation, tandis que 83,3% estiment que les opportunités de formation sont insuffisantes. Cela montre que, même si la formation continue est importante pour les enseignants, son accès reste limité à cause du manque de moyens financiers et du faible nombre d'opportunités disponibles. Ces résultats montrent que les enseignants reconnaissent l'importance de la formation continue, mais qu'ils rencontrent encore plusieurs difficultés pour y accéder. En ce qui concerne les pratiques pédagogiques, 83,3% des enseignants affirment avoir amélioré leur méthode d'enseignement. Cela signifie que la formation continue leur a permis d'adopter des approches pédagogiques plus efficaces et mieux adaptées aux besoins des élèves. Le résultat le plus marquant est que 91,7% déclarent mieux planifier pour leurs leçons après avoir participé à une formation. Cela montre que les formations renforcent leur capacité à préparer des cours, mieux structurer et à mieux organiser les apprentissages. De plus, 83,3% indiquent avoir modifié leur pratique pédagogique et 75% estiment mieux gérer leur classe. Ces résultats montrent que la formation continue favorise le développement personnel, professionnel des enseignants en leur permettant d'améliorer leurs pratiques et de créer un environnement d'apprentissage plus favorable à la réussite scolaire. Concernant les élèves, 62,5% présentent une meilleure compréhension des matières. Cela montre que les nouvelles méthodes d'enseignement utilisées par les enseignants facilitent les élèves. Par ailleurs, 54,2% obtiennent de meilleurs résultats scolaires, ce qui traduit une amélioration de la performance académique. De plus, 66,7% participent davantage aux activités de classe et 58,3% sont plus motivés pour les cours. Cela indique que les pratiques pédagogiques issues de la formation continue rendent les élèves plus actifs, plus engagés et plus intéressés par les apprentissages. Ces résultats montrent que les effets positifs de la formation continue sur les enseignants se répercutent également sur les apprentissages et la formation scolaire des élèves. En conclusion, cette recherche avait pour objectif d'analyser l'impact de la formation continue sur la performance scolaire dans les écoles publiques de Côte-de-Fer. Les résultats montrent que la formation continue contribue à l'amélioration des pratiques pédagogiques des enseignants, notamment dans la planification des leçons, les méthodes d'enseignement et la gestion de la classe. Ces améliorations se traduisent également par une meilleure compréhension des matières, une participation plus active et de meilleurs résultats scolaires chez les élèves. Les résultats obtenus confirment donc
de manière générale, l'hypothèse de départ, selon laquelle la formation continue influence positivement la performance scolaire des élèves. Toutefois, cette étude présente certaines limites, notamment la taille réduite de l'échantillon, le fait qu'elle ait été réalisée dans seulement 2 écoles non publiques, couvrant le premier et le deuxième cycle de l'enseignement fondamental, ainsi que les contraintes rencontrées lors de la collecte des données. À l'intention des responsables du système éducatif, des autorités éducatives et des responsables des écoles non publiques, il est recommandé de renforcer les programmes de formation continue, de faciliter l'accès des enseignants à ces formations et d'assurer un meilleur accompagnement de l'application des acquis. Comme perspective, pour les recherches futures, il serait intéressant d'étendre cette étude à d'autres communes ou d'autres départements d'Haïti, de réaliser une étude avec un échantillon plus large et plus diversifié, d'évaluer les effets de la formation continue sur une période plus longue, de comparer l'impact de la formation continue dans les écoles publiques et les écoles non publiques. J'arrive au terme de ma présentation. Merci de m'avoir écouté. Très bien, Linda. Et je pense que tu as fait une présentation éclair. Et laisse. Ok, très bien. Et que c'est bon, c'est le bon temps. Maintenant, le docteur Providence est le rapporteur. Donc, il va, avec ses commentaires, ses remarques et ses questions également, Linda, et avoir un échange avec toi. Donc, docteur Providence, vous avez le micro. Oui, bonsoir tout le monde. Merci, Monsieur le Président. Je salue mon collègue, l'encadreur. Je le remercie pour ce travail. Je sais que c'est pas évident. Hein, les étudiants ont la tête dure, comme on peut. Mais on y arrive. Ça fait partie de l'apprentissage. Et heureusement qu'on a des éléments quand même de base pour aider les étudiants à travailler, notamment le Canva de l'IUS, qui est le document de référence par excellence, et que sur cette base, parce que si on n'a pas de référence, on ne peut pas évaluer, parce qu'il y a des gens qui pensent que tout le monde peut sortir n'importe quoi, n'importe quand, alors que pour évaluer, il faut une base. Donc voilà pourquoi, sur cette base, on va pouvoir apprécier le travail de l'étudiant, pour l'aider à voir plus clair dans sa démarche et à peaufiner son travail. Donc, comme on le sait déjà, c'est 2 aspects ou 2 plans, plan de la forme, plan du fond. Donc, sur la forme, et je ne sais pas, on dirait que je me répète tout le temps, hein, il y a des fautes. Ah, c'est pénible, mais bon, il y a beaucoup de fautes. Donc, j'invite l'étudiante comme les autres, hein, à relire le travail et s'il le faut, faire appel à quelqu'un pour aider, parce que c'est toujours mieux d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre. C'est très, très important. Bon, alors, sur le plan de la forme, encore une fois, par exemple, même sur la page de couverture, il y a des fautes. Elle a mis faculté au pluriel. Faculté d'aide. Vraiment, il faut faire ce travail-là et de corriger les choses. C'est très, très important. Hein? André, soit un cadeau. Bon, je ne vais pas pousser le bouchon trop loin. Donc, j'invite, parce que sinon le collègue va dire, mais c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, puisque c'est pas l'orthographe de mon nom. Donc, j'invite l'étudiante à prendre le temps nécessaire pour corriger les fautes, que ce soit de syntaxe, de grammaire, d'orthographe. C'est très, très important de nettoyer.
C'est très important de nettoyer le texte. Alors, j'ai un petit souci dans la présentation de la liste, avec la présentation de la liste des tableaux. Je ne comprends pas pourquoi elle met chapitre entre parenthèses. C'est pas la bonne manière de faire. Il faut le titre. Quand on prend l'illustration, une illustration, il faut un titre, il faut encore le corps de l'illustration et la source. Et le titre, on ne peut pas s'amuser à mettre n'importe quoi comme titre. Donc, j'inviterai l'étudiante à nettoyer à ce niveau-là également, parce que c'est pas ce qui est demandé, c'est pas ce qui est attendu. Et dans son résumé, pareil, l'étudiant commet des fautes, etc. Un problématique, tandis que tout le monde sait que c'est une problématique, etc. Bon, bref. Et il faut faire ça. Et j'invite l'étudiant à, pas dire réécrire son résumé. Pourquoi? Parce que dans le résumé, il y a des éléments qu'on doit voir. Que ce soit les éléments de contexte, la méthodologie, les résultats et les éléments que l'étudiant a pu démontrer. Mais tout ceci sur une page, généralement, ça fait environ 200 mots, avec quelques mots-clés, ça peut améliorer vraiment la compréhension. Donc, l'introduction est trop compacte. Il faut aérer un texte. On ne peut pas présenter un bloc et prétendre parler de tout et de rien dans un bloc. Non, un paragraphe doit tourner autour d'une idée centrale. Et quand on passe à une autre idée centrale, une autre idée, il faut changer de paragraphe. Il y a un travail de mise en forme. On va dire, c'est la forme qu'il faudra revoir obligatoirement. Sinon, on ne va pas, en tout cas l'IUS, on ne va pas accepter ces genres de choses au moment de faire le dépôt final du document. Autre élément, l'étudiant n'a pas su suivre à la lettre les éléments du Canva, notamment en matière de citation quand on fait une référence dans le corps du texte. J'invite l'étudiant à prendre son temps et s'il le faut, à retourner dans l'enregistrement du cours de méthodologie, puisque j'ai détaillé, j'ai montré comment on fait les références. Et dans le Canva, il y a des indications sur comment on fait les citations, les références. C'est le style APA qui dit référence, dit aussi au niveau de la bibliographie, il faut nettoyer, il faut vraiment mettre les choses aux normes. C'est très, très important sur la forme. Il faut faire vraiment un travail solide, puisque sinon, on ne va pas non plus accepter ce texte. Alors, sur le plan, sur le fond maintenant, au niveau de la méthodologie, c'est vrai que l'étudiant annonce des comparaisons de moyennes, etc. Bon, ce serait bien de préciser quelle note, sur quelle base on va faire ces comparaisons, quelle période, et comment finalement cette comparaison-là va être structurée. Donc, c'est vraiment, il ne faut pas annoncer des choses sans faire la démonstration, donner des éléments pour que le lecteur puisse comprendre. Bon, on a déjà attiré l'attention sur les fautes, il y en a plein, toujours dans l'introduction. D'accord? Bon, ton premier chapitre, certes, on voit cette volonté de présenter sur le plan théorique certaines choses, mais il y a encore des répétitions. Il ne faut pas donner l'impression que tu tournes en rond. Il faut vraiment progresser dans tes idées. Et puis, bon, n'en parlons pas de faute d'orthographe, de grammaire, c'est légion, dans ton texte, c'est légion, c'est pas tout, voilà. OK, alors, il faut, quand on prend une définition, d'accord,
Par exemple, la définition de la formation continue. D'accord? Il faut aussi, selon ta compréhension et ce que tu veux démontrer dans ton travail, il faut argumenter pour montrer, parce qu'il y a plusieurs définitions possibles. D'accord? Parce que c'est un concept. OK? Il faut aussi distinguer la formation continue du développement du personnel, par exemple, du recyclage, de la formation certifiante. Hein? Vous voyez, autant de concepts déjà. Accompagnement pédagogique, c'est pas la même chose à chaque fois. De communauté de pratique, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a des éléments à clarifier pour permettre au lecteur de comprendre ce que tu veux démontrer. À la page 7, tu as une section qui apparemment traite des formes de formation continue. D'accord? Les formes de formation continue. Mais tu ne montres rien par rapport au code de fer. Hein? Il faut relier tout ça au contexte de code de fer. Il faut relier tout ça. D'accord? Quelle forme qui existe réellement dans les écoles là où tu as les écoles étudiantes? Est-ce qu'il y a des ateliers? Est-ce que des formations réalisées par le ministère? Est-ce que des formations par des ONG? Puisque tu parles de formation continue. Est-ce qu'il y a de l'accompagnement interne, c'est-à-dire dans les écoles? Il faut vraiment étouffer cette section par rapport au contexte local. J'aurais pu parler de ce rôle-là du ministère qu'il faudra clarifier parce qu'il doit y avoir des éléments de littérature permettant, ou du moins des témoignages permettant de clarifier le rôle du ministère dans ce domaine. Donc, en général, quand on prend bien ton chapitre 1, on voit bien qu'à la fin, tu essaies de faire des recommandations. D'accord? Mais ces recommandations ne sont pas à leur place. Parce que déjà, au niveau du cadre, on ne peut pas déjà faire des recommandations. D'accord? Donc, il faut faire attention. À ce moment-là, il faut déplacer tout ça vers la conclusion. Et bien, pas déplacer de n'importe quelle manière, voir où ça que tu vas vraiment les insérer. Mais tu ne peux pas déjà, c'est comme un étudiant, dès son introduction, il dit déjà que voilà, telle chose est vraie. C'est comme si le travail est déjà fait. Donc, sinon, ce n'est pas la peine de lire, donc de faire ce travail-là. OK? Donc, tu ne peux pas déjà avoir des recommandations. Page 12, vraiment, il faut aller voir et améliorer ces choses. Au niveau méthodologie, qu'est-ce qu'il manque? Malheureusement, il manque des éléments clairs, précis sur les deux écoles étudiées. D'accord? On est déjà à la page 13, chapitre 2. D'accord? Sur les deux écoles étudiées, par exemple, localisation, nombre approximatif d'élèves, cycle concerné, statut non public, parce que quand on dit non public, il y a plein d'éléments, ça peut être des écoles qu'on organise, ça peut être il y a plein d'éléments, c'est à toi de dire ce statut-là, tu parles de quoi exactement, et il faut présenter le contexte pédagogique également. Donc, il faut, à mon avis, ajouter ces éléments-là pour renforcer le travail. Alors, pour rester sur la méthodologie, donc je pense que pour ton échantillon, tu dois clarifier les choses. D'accord? Pourquoi? Parce que page 2, tu annonces un échantillonnage mixte. D'accord? Aléatoire et par convenance. Page 16, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, tu parles d'un échantillonnage non probabiliste
raisonner. Il faut rester cohérente jusqu'au bout. Hein. Je t'invite à revoir avec ton directeur pour préciser, clarifier les choses et ne pas zigzaguer comme on aurait pu le voir. On n'est pas des danseurs quand on fait de la recherche, on est des scientifiques. Le scientifique, c'est quelqu'un qui reste cohérent jusqu'au bout. D'accord? Si on dit quelque chose en haut, on ne peut pas plus loin dire n'importe quoi et prétendre que ça revient au même. Non, c'est pas ça. Sur le plan méthodologique, tu as certes un questionnaire. Ce serait bien d'ajouter la bonne version du questionnaire en annexe. D'accord? Et si tu as pré-testé le questionnaire avant, ce serait bien de le mentionner également. Les entretiens toujours sur le plan méthodologique, semi-structurés, et les observations sont annoncées dans ton texte, c'est vrai, mais combien d'entretiens ont été réalisés? On ne voit pas. Avec qui? La durée de ces entretiens? Les réponses, finalement. Et comment tu as fait pour coder ces réponses, pour traiter ces réponses? Puisque si ce sont des entretiens, des questions ouvertes, à ce moment-là, il faut nous dire comment tu as fait pour traiter, gérer ces informations. Ça manque dans ton travail et je t'invite, puisque tu as les entretiens déjà, à préciser ces choses-là. L'analyse des résultats scolaires est annoncée. Bon, ok, mais objectivement, comment peut-on attester? Alors, comment tu as fait pour justifier ces résultats? Donc, tu peux faire, par exemple, les moyennes, moyennes réelles avant. Je pense que s'il y a formation, c'est comme pour le diagnostic, il y a la situation avant la mise en œuvre du programme, puis la situation après la mise en œuvre du programme. Comment tu as fait? Parce que si on parle de formation continue, à un moment donné, ça intervient, et puis, donc avant la formation continue, il y a eu des résultats, et donc après, on verra bien comment avaient été, en tout cas, quels sont les résultats pour pouvoir comparer. Donc, ça manque vraiment dans ton travail. Je t'invite à compléter cette partie-là. Donc, l'analyse qualitative, puisque certes, tu as des entretiens, même une grille d'observation, etc. Mais il faut nous préciser les catégories retenues, le codage, comment tu as fait pour traiter les choses. Si c'est un traitement thématique, donc il y a des thèmes, etc. Donc, un tableau de synthèse pour présenter la technique de traitement, puis d'analyse de tes données, ce serait très important. Le chapitre 3, j'essaie d'aller un peu plus vite parce que l'objectif vraiment, c'est de permettre à l'étudiante en même temps de pouvoir corriger son travail. Voilà. Je vais plus vite. Alors, le chapitre 3, vraiment, c'est le cœur empirique du mémoire. Donc, c'est important. Mais il y a des tableaux. Dans tes tableaux, il y a un certain nombre d'éléments qui posent problème. D'accord? D'abord, il faut vérifier les titres de tes tableaux. C'est vraiment, il faut corriger. Par exemple, caractéristiques socio-démographiques et professionnelles. Donc, c'est très vague. D'accord? Donc, essaie de trouver des titres pour tes tableaux qui correspondent réellement à ce qui est présenté dans chaque tableau en matière de données. Il faut vérifier les tableaux globalement avec les pourcentages que tu as mis dans tes tableaux. D'accord? Parce que certaines fois, et par exemple, tu as dit la participation reste rare malgré 66,7% d'enseignants. Bon, moi, je ne comprends pas. 66,7%, et c'est rare.
Donc, il faut vraiment faire attention et donc bien prendre en compte les éléments et vérifier les éléments pour pouvoir mieux les analyser. Dans tous tes tableaux, hein, je t'invite, je fais un peu un saut, quoi. Je t'invite à revoir les présentations, la présentation de chaque tableau, hein, etc. Bien vérifier chaque tableau parce que il y a beaucoup de légèreté, hein, et ce qui réduit d'une certaine manière la qualité de ton travail. Parce que si tu as une illustration, c'est pour démontrer quelque chose. Hein, ce sont des résultats. Hein, c'est un peu partout. Par exemple, il faut vérifier tableau 7, page 30, par exemple, l'incohérence qu'il y a. Par exemple, il y a 83,3% dans ton tableau et dans le commentaire, tu indiques 88,3%. Hein? Et je ne sais pas. Hein? Est-ce qu'il faut vérifier, nettoyer parce que, et puis les fautes également. Hein? Il y en a pas mal dans les tableaux. Donc, à la page 32, tu fais ce que tu appelles une vérification de l'hypothèse, mais elle est rapide, trop rapide. Hein? Il faut reprendre chaque objectif spécifique. Il faut montrer que les résultats concordent, hein? Montrer les résultats correspondants à chaque objectif avec des données précises et une interprétation théorique pour vérifier une hypothèse. Donc, tu ne peux pas... oui, mon hypothèse est confirmée. Non, attention, hein? Il faut toute une démarche pour vérifier l'hypothèse. Bon, la conclusion maintenant, il faut enrichir un peu ta conclusion. Hein, rappel de la problématique, synthèse des principaux résultats, limite de l'étude, recommandations opérationnelles et perspectives de recherche. D'accord? Donc, il faut que la conclusion puisse témoigner. Et puis, donc, la bibliographie, je t'invite à revoir selon, non seulement il y a des fautes, il y en a plein, mais aussi le style APA, c'est le style arrêté par l'IUS et tu es tenu de respecter ce style. Voilà, donc voici pour mes remarques. Je vais poser 2 questions seulement, hein, parce qu'on est pressé par le temps. Est-ce que l'étudiante peut nous préciser ce qu'elle entend par formation continue des enseignants? Il faut nous préciser ce que tu entends par formation continue des enseignants. C'est la première question. La deuxième question. Est-ce que les résultats que tu as présentés, il y a plusieurs tableaux, d'accord? Est-ce que tu les as utilisés, les résultats scolaires, pour uniquement comprendre ou parler des perceptions des élèves? Hein? Est-ce que ces résultats-là, on est sur de la perception? Est-ce que c'est quelque chose de réel? Merci, Monsieur le Président. Je m'arrête là. J'aurais posé plein de questions, mais je préfère l'écouter sur ces 2 questions. Merci. Merci, Docteur Providence, pour les remarques. Alors, Linda, ce qu'on va faire, on t'accorde la parole immédiatement pour répondre à ces questions-là avant de solliciter l'intervention du docteur Tony André. Même quand je ne vois pas le docteur André là. Donc, vas-y. Merci, docteur Providence, pour les questions. D'abord, je vais répondre à la première question. Et
La première question, c'est quoi la formation continue des enseignants? La formation continue des enseignants est un processus d'apprentissage et de perfectionnement professionnel qui permet aux enseignants de développer, d'actualiser et de renforcer leurs connaissances, leurs compétences et leurs pratiques pédagogiques tout au long de leur carrière. Alors, excuse-moi, hein, je ne t'ai pas demandé de me prendre une définition classique. Je te dis, chez toi, est-ce que tu entends au cours de faire, d'accord, par formation continue des enseignants? Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que tu entends par là, là où tu es? Alors, je peux dire que ce sont des séminaires pédagogiques pour renforcer les compétences et les connaissances des enseignants. Organisé par qui? Il faut nous donner des informations. Ce n'est pas trop clair dans ton texte. Voilà, il faut nous donner des informations. Organisé par les responsables d'école et les responsables éducatifs. Qu'est-ce qu'il y a, Linda? On ne t'écoute pas. Oui, j'ai bien répondu. J'ai déjà bien répondu à la question. C'était une seule question? Et oui, pour la deuxième question, les résultats de cette recherche ne se reposent pas uniquement sur les perceptions des participants. Les questionnaires et les entretiens ont permis de recueillir les perceptions des enseignants et des élèves, mais celles-ci ont été complétées par des observations en classe et par des analyses des résultats scolaires. Alors, je peux dire, cette triangulation des données a permis de confronter les perceptions au fait d'observer sur le terrain et de renforcer la crédibilité des résultats. Ok. Bien. Docteur Providence, vous avez une contre-intervention? Non, bon, on doit gérer le temps. Mais je pense qu'elle a bien compris les limites qu'on a soulevées et elle aura à dire tout ça dans son texte parce que ce n'est pas la peine de se justifier en dehors du texte. Voilà, donc je pense qu'on peut avancer. Très bien. Donc, je ne sais pas si docteur André est là. Je ne suis pas tout sûr. Hein? Et en général, quand l'encadreur n'est pas là, ce n'est pas toujours trop grave parce qu'en général, ce qu'on attend de l'encadreur, c'est l'appréciation, la manière dont il a accompagné l'étudiante dans le parcours de préparation de la thèse et du mémoire. Donc, sur cette base, je vais moi-même dire quelques mots concernant le travail de Linda. Bon, il y a une partie du travail qui a été déjà clarifiée par le docteur Providence. Donc, Linda, dans le sujet même, tu n'as pas dit formation continue des enseignants, non? Tu dis impact de la formation continue sur la performance scolaire. Donc, tu avais omis quelque chose ou bien c'est ça? Tu dis impact de la formation continue sur la performance scolaire. Donc, dans le libellé, on ne voit pas vraiment
de qui tu parles en disant formation continue. Formation continue de qui? Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Alors, c'est la formation continue des enseignants sur la performance scolaire des élèves. Est-ce que c'est ça dans le document que tu avais soumis? Parce que le titre que j'ai là, formation continue des enseignants n'apparaît pas. C'est formation continue tout court. J'ai fait bien une omission dans le Donc, sujet. il y a eu une omission. Oui, dans le sujet. Le sujet. Donc, il faut veiller à cela parce que c'est très, très important. Maintenant, et c'est quoi pour toi un impact? Tu fermes le micro. Il faut ouvrir maintenant le micro. OK. Alors, je peux dire que l'impact, c'est l'effet. C'est l'effet quelque chose fait sur une personne. Par exemple, et pour la formation continue des enseignants, si les enseignants ont bien reçu leur formation, les élèves vont motiver et cela va permettre, les élèves vont une bonne réussite scolaire. Là, la formation continue des élèves ont un impact sur la réussite scolaire des élèves. Donc, si tu dis que l'impact, c'est l'effet, mais c'est quoi l'effet alors? Je peux dire que l'effet, c'est bien la réaction ou je peux dire que? Alors, en général, quand on dit impact, on voit davantage un double effet. Ce n'est pas tout simplement un effet. D'ailleurs, même en français, quand on dit effet, on voit que c'est plus souple comparativement à quand on dit impact. C'est pas vrai? Parce que l'impact suggère l'idée d'un choc. Par exemple, si tu dis effet ou bien impact de la formation continue, eh bien, des enseignants, donc la formation continue, premièrement, a un effet, et cet effet débouche sur un autre effet. Est-ce que tu vois? Donc, en traitant le sujet sur la base d'impact, il faut de toute manière faire apparaître le double effet. Un premier effet et cet effet conduit à un autre effet. Je prends un exemple très simple. Impact de la formation continue et sur des enseignants sur la performance scolaire. Eh bien, un premier effet de la formation continue, c'est que les enseignants reçoivent, si vous voulez, un ajout de connaissances. Donc, le premier effet serait sur les enseignants eux-mêmes. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est le premier effet de la formation continue. Maintenant, cette formation continue, c'est-à-dire cette compétence, nouvelle compétence acquise par les enseignants, va avoir un autre effet sur les élèves en apprentissage. Donc, le premier effet, c'est sur les enseignants eux-mêmes. Le deuxième effet, sur les apprenants. Dans ce cas-là, tu parlerais d'impact. Mais si tu penses que dans ton travail, il n'était pas question de traiter la question des compétences acquises par les propres enseignants, c'est mieux de dire
effet de la formation continue des enseignants sur la performance scolaire. Au lieu de dire impact. Est-ce que tu comprends bien ce que je te dis là? Oui, ça va. Explique-moi. Quel serait le double effet? Et les doubles effets, c'est-à-dire que si les enseignants ont bien formé, ça va un impact sur l'enseignant, les enseignants eux-mêmes, et pour les élèves aussi, ça va un autre impact pour les élèves. Un autre effet. Effet. Voilà. C'est-à-dire, le premier effet, c'est que les enseignants auront une meilleure compétence ou une actualisation de connaissances, et cette actualisation de connaissances aura un effet également sur les apprenants. Dans ce cas-là, ce serait l'impact. Parce qu'il y a double effet. D'accord? Oui, merci. C'est bon. Et je pense que c'est un texte à améliorer, comme l'a fait noter Dr. Providence. Et tu n'as pas le directeur avec toi, il se peut qu'il y ait un problème de connexion. Et sur cette base, à moins que le Dr. Providence voudrait dire quelque chose, on est contre le temps, eh bien, on va passer à la prochaine soutenance et nous disons félicitations à Linda. Donc, le maillet est maintenant au docteur Fred Célimène ou à qui d'autre? À Saint-Louis, à Gabriel.